Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce quatrième épisode du podcast Cohorte 13, le podcast destiné à la croissance personnelle, le mindset et les objectifs de vie. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, Patrick Richard, une personne vraiment inspirante. J'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir tout de suite de l'autre côté. Salut Alex, comment ça va? Ça va super bien, Ben. Je suis vraiment content aujourd'hui parce que nous avons le bonheur de recevoir Patrick Richard, un battant. Patrick, c'est un homme inspirant par son histoire que vous allez découvrir, par sa persévérance et sa détermination pour déjouer les pronostics des médecins. Aujourd'hui, il vient nous parler de son projet Tour of Canada en marathon PR pour Patrick Richard, un pas à la fois. Allô, Patrick, comment ça va? Bonsoir les garçons, ça va merveilleusement bien. Et vous? Écoute, ça ne peut pas aller mieux. On a une personne ultra inspirante avec nous autres. Puis pour commencer, Patrick, moi, je veux savoir, parle-nous de toi, en gros, qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On sait que tu es un grand marcheur, que tu es une personne ultra inspirante, mais en dehors de tout ce que tu peux faire, de où ça part cette histoire-là? Je suis un grand voyageur. Je suis en fait natif du Nouveau-Brunswick acadien. J'ai emménagé à Montréal, j'avais 17 ans, bientôt à l'aube de mes 18 ans. Pour les études, j'ai commencé mes études au Collège La Salle, ce que j'ai réalisé que je n'aimais toujours pas les sièges d'école. J'ai quand même fait trois quarts de ma formation en gestion hôtelière pour ensuite travailler euh, au centre-ville de Montréal et m'y installer, faire ma vie de jeune adulte. Et puis ensuite, je me suis dirigé pour les navires de croisière, travailler à l'international, compagnie américaine qui m'engageait. Je ne parlais ni l'anglais ni le français. Le français, oui, mais pas l'anglais, mais à peine là. Yes, maybe toaster Tupperware, c'est à peu près tout. On m'engageait comme animateur de foule pour une compagnie américaine. Donc, j'ai été faire rire de moi parce que les Américains ne sont pas très gentils et discrets quand c'est en se moquer des gens. Mais j'ai adoré cette expérience. Je me suis fait un personnage. J'ai navigué les océans pendant quasi 10 ans. J'en ai fait le tour du monde quasi 5 fois. Tout ce qui est atteignable par voie navigable, je les ai faits au moins 4 fois. Et puis, j'ai été faire l'école de la vie, l'université de la vie. Et ce fut une expérience qui m'a ouvert les portes sur tant de choses, et sur moi et sur la vie, et sur ce qui en est de cet univers, que j'en avais une idée peut-être un peu trop positive. J'en ai vu de la beauté, j'en ai vu de la guerre, j'en ai vu les merveilles, mais j'ai vu aussi que le bonheur était de vivre au Canada et d'en être né au Canada. J'ai adoré ce travail. Je suis revenu en ville. J'ai laissé mon poisson. J'ai mis un peu d'aile dessus et j'ai été dans l'aviation. J'ai été engagé pour la base de Montréal, une compagnie aérienne qui ouvrait. Donc, j'étais dans l'équipe de départ pour quelques années. Ensuite, j'ai transféré au bureau chef qui est d'Air Canada, mais avec Vacances Air Canada maintenant. Je suis avec le domaine du voyage. J'adore ça. C'est du rêve. C'est une porte vers du nouveau, vers plein de choses. Donc, je suis quelqu'un qui est facilement émerveillé, quelqu'un qui est extrêmement positif, quelqu'un qui voit du positif dans tout parce qu'il y a toujours du positif dans tout. Je suis quelqu'un aussi qui est de mauvaise humeur, comme tous, qui se lève avec un mauvais matin, mais il n'y a jamais de mauvaise journée parce que l'attitude en est là et j'aime bien me définir par l'attitude que je choisis d'avoir et ça, c'est un privilège de pouvoir choisir ce qu'on a comme attitude et ce qu'on prend. Donc, je suis quelqu'un qui est fonceur, oui, je suis quelqu'un qui n'aime pas se faire dire non. Je suis quelqu'un qui aime avancer. Je suis quelqu'un qui aime encourager. Je suis un leader, définitivement, mais il faut se leader avant de pouvoir leader les autres. Exact. Exactement. Écoute, c'est vraiment un beau parcours de vie, puis tu as eu la chance de voir l'être humain dans tout son spectre le plus possible. Et ça, c'est Je une suis en opportunité. amour de l'humain. Ça, c'est une opportunité que peu de personnes se permettent. Fait que, vraiment, moi, je suis impressionné. Ben merci, quoi dire. Puis justement, Patrick, parle-nous un petit peu de l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ton monde a chaviré à un certain moment donné.
Bien, oui, oui, chaviré, en fait, ça l'a pris un 80, pas un 360, mais un divisé en deux, c'est 180 en fait. 160, 180, 180. 180. 180. Tu vois, les maths, c'était vraiment pas ma matière forte. Parler, par exemple, pas de problème. Exposé oral, donnez-moi-en. Mais oui, ça a fait un 180 parce que ça ne sera jamais ce qu'il en était avant. Le 27 octobre 2018, j'étais dans l'autobus de la STM de la ville de Montréal et puis je m'apprêtais en fait à sortir de l'autobus juste après la prochaine arrêt, la prochaine lumière. Lumière que le chauffeur n'a pas fait. Donc, on s'est fait entrer dedans. Moi, j'étais debout à l'avant de l'autobus, je me tenais, j'étais prêt à sortir. Et en fait, j'ai eu une torsion complète de mon tronc. Donc, mes pieds, mes genoux n'ont pas bougé, mais le tronc a fait un 360. Donc, sur le coup, je suis un premier répondant. J'ai voulu porter secours aux autres. Euh, et puis, pour vite réaliser quand les pompiers étaient à bord très rapidement parce que la citerne de pompiers était juste au coin de Lorimier où on était. Et tout de suite, ils ont demandé, est-ce que vous êtes correct, monsieur? Je dis oui, je vais être correct. Ça pique juste un peu, ça picote. Et j'ai pointé, c'était ma colonne qui était en détresse, probablement parce qu'elle avait eu un sévère coup. Tout de suite, ça a été sur la civière et puis on m'a amené à l'hôpital. Et puis, le lendemain, j'étais au travail, j'étais au bureau. Et c'est quand l'adrénaline en est descendue que là, les bobos ont sorti. C'est sûr que je n'étais pas en pleine forme le lendemain, là. Et j'ai voulu compenser beaucoup en marchant pas de la bonne façon, en compensant sur le côté gauche qui était lourdement endommagé, euh, pour ensuite finalement voir un physio et l'ergo et tous ces spécialistes-là qui se devaient d'être vus. Mais j'ai attendu un peu. Un peu trop peut-être, mais c'est le domaine médical et tout. On est en attente bien souvent. Mais j'en ai pas mis l'urgence non plus parce qu'encore une fois, je pensais que peut-être je pourrais m'en sortir par moi-même. Et assez ironique parce que j'ai endommagé mon corps encore plus en faisant ça parce que j'ai beaucoup trop compensé. Donc, j'ai encore plus endommagé mes hanches et en fait, toutes les vertèbres ont été un petit peu légèrement déplacées, quelqu'un un peu en éclat, là, ici et là. C'est la C1 et C2, en fait, qui tient ma tête, qui en est restée intacte. Mais tout le reste, ça avait été un peu endommagé, même assez sévèrement ici en haut. Mais par la suite, ça a été quelques semaines après, j'ai commencé à sentir des engourdissements ici et là, mais vraiment temporaires, des petits pins and needles dans le bout des doigts, des fois que j'avais l'ongle très, très froid. Et ça, c'était des pieds. Et puis, pour ensuite être au bureau, si je fais une histoire rapide, là, qui n'est jamais rapide avec moi, je m'en excuse. Mais et je donne un meeting, comme à toutes les réunions du lundi matin au bureau, et c'est moi qui gère le meeting et on voit que je suis dans l'incapacité de parler, articuler comme il faut. Et parce que moi, je sais aussi c'est quoi les signes d'un AVC. Est-ce que c'est ce que je fais? Et là, je panique un peu. Donc, mais j'allais pas bien. Mon visage était engourdi et je me disais dans ma tête, j'ai des signes d'un AVC. Mon frère a eu une très grande ACV, AVC, ACV, je suis tout emmêlé avec ces trois lettres-là. Mais ma directrice a quand même assez rapide pour me faire le test. Une amie, en fait, aussi, qui était là du travail. Et on a appelé les ambulanciers, on m'a amené à l'hôpital et puis on m'a mal trié au triage. Et puis, 11 heures après, on m'a appelé dans le bureau du médecin. Et puis, on me dit, bon, ben le rash, vous avez au visage, parce que j'avais comme un petit rash dans une peau sensible. J'ai dit, ben, je ne suis pas ici pour ça. Et puis, quand j'ai dit c'était pourquoi, les médecins ont commencé à prendre ça très sérieusement. J'avais trois médecins, une couple d'infirmières autour de moi, les tests se sont faits, et puis avec le département de neurologie et tout. Et pour passer une batterie de tests sans vraiment trop comprendre s'il en était quoi, mais pour finalement trouver que j'avais une condition neuropathique dégénérative des muscles qui avait été déclenchée par l'accident, le choc de l'accident en fait.
J'aurais pu mourir sans ça, mais probablement qu'avec le niveau de dommage que j'ai aux jambes, parce que c'est sur tout le corps, mais c'est présentement beaucoup centré sur les jambes. Des genoux jusqu'en bas, je ne sens pas nécessairement mes jambes. Je ne sens pas nécessairement le sol. Je peux le sentir très occasionnellement, mais c'était par des épisodes très temporaires et courtes et quasi pas, en fait. Moi, j'aime m'accrocher à ces petites fréquences parce où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais oui, tu descends de haut quand on t'annonce des choses comme ça. Tu comprends surtout que la vie ne peut pas être prise pour acquise. Je suis un brailleux. Non, mais Je suis qui n'a pas peur de montrer ses émotions, mais je suis très bien avec cette situation-là. Je suis en paix avec ça. Je suis enfin en paix avec le bas du corps, où ça en est centré présentement parce que je sais que je peux gérer ça. Ça fait quand même quelques années que je la gère. La première question que j'ai demandé quand on m'a posé on m'a posé ce diagnostic-là devant moi, j'ai tombé de haut. J'étais quelqu'un qui était très actif. Je bougeais, moi, comme une machine. Je carburais. Je travaillais 2, 3 travails et jamais je ne prenais le temps d'arrêter parce que je n'étais pas capable d'arrêter. C'était mon démon. Euh, et vous, Patrick, c'est la traînée de boucan qui est passée. J'ai tombé 2 minutes après quand je me suis ressaisi. Ça a été la première question. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Puis encore aujourd'hui, je veux dire, je me pose pas la question, je n'ai pas trouvé la réponse. Est-ce que je vais pouvoir compléter un marathon? Et du tac au tac, le neurologue m'a répondu, Monsieur Richard, vos jambes ne supporteront jamais un marathon. Et moi, tu ne me dis pas jamais. Et tu ne me dis pas non, mais ce n'était pas une question de défier ou ce n'était pas une question d'en être arrogant. Mais pour moi, déjà, j'étais confiné dans mon corps avec ce que l'accident m'avait fait musculo-squelettiquement. Il n'en était pas question que quelqu'un vienne encore plus me questrer dans une boîte, dans un diagnostic que lui allait me dire qu'est-ce qui en serait de moi et mon futur. J'ai dit, parfait, je vous amènerai une photo de moi quand je l'aurai terminé, ce marathon, quand j'en serai à la ligne d'arrivée. Et il m'a dit, votre positif vous y en amènera. Moi, je te parle de ce que je vois sur les fiches, de ce que je vois sur les rapports et tout. Je veux dire, il étudie ça. Et je ne l'ai pas encore vu parce que là, je vais avoir un rendez-vous bientôt. J'en ai fait mon premier demi-marathon en septembre l'année passée. Ça, j'ai reçu ce diagnostic-là en début 2019. Je pensais que quand j'ai dit ça, que j'allais faire ce marathon-là quand j'en aurais 80 ans. Non, ça a été plus rapide que je pensais. Le mois de septembre l'an passé, en 2022, j'ai fait un demi-marathon, 3h13. Ça m'en a pris, entouré de 9 magnifiques personnes qui m'ont accompagné, m'ont entouré, m'ont supporté, m'ont cajolé et m'a enduré. Je pense que ça, c'est la base, bien s'entourer quand on va atteindre des grands objectifs comme ça. Ça se peut-tu? On ne peut pas être seul. On n'est jamais seul. Et c'est ce qu'il ne faut jamais oublier parce que Dieu sait que si j'avais été seul, et Dieu sait que j'avais une santé mentale, ce qui est en haut des épaules, endommagée ou en détresse, et que ça n'aurait pas été beau et je ne serais probablement pas aujourd'hui ici ce soir, aujourd'hui, pour vous en parler. Ça, j'en suis convaincu. Non, j'aurais pas pu. Toute seule. J'ai eu mon chien, j'ai eu mes amis, j'ai eu mon mental, pourquoi j'ai travaillé tellement mais fort et j'ai voulu m'assurer que malgré toutes les pilules que je dois en prendre pour supporter la douleur et tout ce qui s'en vient avec, la meilleure pilule, la meilleure médication, c'est ce qu'on a en haut des épaules. Et ça, je ne peux pas me laisser la laisser embrouiller. Je me suis même forgé un coton rose, là, une grosse bulle, là, mais ouattée à la ouate rose fluo là, autour. Là. Je parle comme symbolique, là, mais vraiment, j'en étais à l'exagération de comment positif tout doit être. Je ne laissais personne perpétrer positif, négatif ou péjoratif ou quoi que ce soit, parce que si je m'y laissais,
je savais que ça en serait la fin. Euh, Bien entouré, il faut toujours, et on n'est jamais seul. Ensuite, 3 semaines après, j'ai été faire lui de Toronto et j'avais un temps record de 40 minutes de mieux que ce que j'avais fait à Montréal en 2h33. Et puis là, ben, je me suis dit, ben, écoute, j'ai pu faire ça. Je vais en faire le tour du Canada. Donc, c'est ce que je me prête. En fait, j'ai commencé le mois passé, le 28 euh, à mai. C'était à Ottawa que je commençais ça avec la capitale. Pourquoi pas? Un projet que je prévois faire en 4 ans, en fait. Euh, Parce que la période des marathons ici, c'est d'avril jusqu'à peu près octobre-novembre. Et je me dis qu'après 4 ans, après 4 saisons, je vais pouvoir avoir mis tous les X sur toutes les villes, les territoires canadiens. Étant un grand voyageur, écoute, je l'ai fait en navire, maintenant je vais le faire à pied. Et pourquoi pas après, qui c'est l'international? Je l'ai fait le tour de la Terre. Je sais c'est où je veux vraiment y aller en faire. J'aimerais tellement faire lui d'Athènes, éventuellement. J'aimerais vraiment faire lui de Boston. C'est vraiment miser la barre haute, mais on m'a dit que je ne serais pas censé être capable de faire un marathon parce que mes jambes ne les supporteraient pas. Je l'ai fait à date 3 fois. On m'a déjà demandé, mais comment vous faites pour encore marcher? Arrêtez de vous poser la question. Moi, je ne la demande pas, la question. Je marche avec gratitude. Incroyable. C'est toute une histoire que tu as, Patrick. C'est très motivant. Puis moi, je me demande une question. En fait, avant d'avoir le diagnostic, avant que le médecin te dise ça, justement, que tu pourrais sûrement pas faire un marathon, est-ce que tu en avais déjà couru un avant dans Jamais. ton ancienne vie? Fait que Écoute, c'est incroyable là, ce qui se en passe. fait, j'étais quelqu'un qui marchait. J'ai jamais été au gym de ma vie. J'aime pas les gyms. Ben, en fait, je dis que j'aime pas, je n'ai jamais été, honnêtement. Je m'étais déjà acheté bien des kits et tout, là, pour pouvoir aller au gym éventuellement, mais ça en a été là. Je me suis pas rendu au gym. Est-ce que j'ai couru? Non, j'ai marché énormément. Moi, marcher, c'était ma thérapie, puis ça l'est encore aujourd'hui. Je suis pas capable de dormir, je m'habille, je vais marcher. Je suis pas capable de m'endurer, je m'habille, je vais marcher. Je suis heureux, je m'habille, je vais marcher. Je faisais toujours ça depuis que je suis haut comme ça. Donc, c'était la seule chose que je faisais. Moi, courir, je regardais les gens et j'étais, mais ils courent après quoi, ces gens-là? Moi, je courais après les hommes, que j'aime dire. mais en fait, c'était pas, non, ça n'a jamais été dans même un fantasme de faire une course. Jamais. J'ai habité sur Maisonneuve pendant des années, ça passait très devant chez nous et j'étais sur la terrasse, je la regardais, puis j'étais comme, waouh, c'est beau. Mais quelle folie! Et aujourd'hui, c'est moi qui participe avec cette folie-là et je suis mais accro parce que c'est vraiment quelque chose que tu deviens accro à faire des courses. Mais il y a un journaliste qui m'a dit, Robert, qui m'a dit, mais tu aurais pu faire un 5 km, tu sais. Oui, mais ça aurait été quoi? Moi, j'avais une course, un marathon, demi-marathon. J'ai toujours été quelqu'un de grands défis. J'aime me mettre la barre haute. Tu sais, comme là, les marathons que je fais chaque mois, là, comme là, dans quelques jours, j'ai celui de Barrington en Nouvelle-Écosse. Ensuite, j'ai Edmonton le mois prochain. C'est des demi-marathons, donc 21,1 km. Mais lui de Montréal, en septembre, on s'entend que c'est un 42,2 km que je m'apprête à faire. Celui, le cœur me lève, juste à le prononcer. Mais ça va être très demandant. Tu sais, même lui à Ottawa, que j'ai fait le mois passé, a été excessivement difficile pour moi. Physiquement, j'ai cru à, à 9 km, que même avant ça, 4 km que je devais abandonner. Et pour moi, ben, tu te dis ça combien de fois dans la course, mais il n'est pas question que j'abandonne. Non, absolument pas. Justement, c'est où qu'on peut te suivre? Y a-t-il une façon qu'on puisse voir les marathons que tu fais? En fait, oui, j'ai une page Facebook, en fait, que j'ai fait. C'est le nom que vous avez dit au début, le Tour of Canada en marathon. Donc, j'ai voulu faire l'anglais-français. PR pour Patrick Richard et aussi le PR que j'aime beaucoup.
Et vous pouvez me suivre là, vous pouvez me suivre sur Instagram, mais vraiment de tout savoir sur les marathons. Et je suis dans l'authenticité complète. Je vous fais des vidéos, des suivis jours avant le marathon, les mois avant le marathon, de tout ce qui en est de la préparation. Parce qu'une préparation pour une course en 100 ans, ça peut prendre pour une personne qui est en pleine santé, qui n'a pas de défi en soi là, sur le corps et tout. C'est 3 mois, normalement, c'est une bonne préparation. Moi, en 100 ans, c'est un mois, un an, là, une année. Quand j'ai fait lui de septembre l'année passée, c'était le premier. Ça m'a pris quand même une année que j'y allais 5 jours semaine et c'est assez intensif. Faut que je sois à l'écoute de mon corps aussi, mais ça me prend quand même une chorégraphie de pouvoir faire ça avec la canne, de marcher rapidement avec un sol que tu ne sens pas, avec tes jambes que tu ne sens pas, donc tes genoux, on dirait que tu flottes. Donc, c'est de vraiment être, moi, la façon que je sais, si vraiment je lève ma jambe haute assez, c'est le muscle dans le côté de la cuisse jusqu'à dans la fesse. Si ça tire assez, c'est comme si c'est dans la fesse, là, je sais que je peux monter l'escalier. Si c'est comme au mi-cuisse ou juste en bas de la fesse, là, je sais que, OK, là, c'est un pas normal, mais vraiment rapide, je sais qu'il faut que le muscle il se fasse aller. Ça fait que je sens mon baromètre est vraiment sur les côtés de cuisse et dans la fesse. C'est comme ça que je sais, OK, je marche rapide ou parce qu'il faut que je regarde mes pieds pour ne pas tomber. Mais je peux quand même maintenant regarder très en avant sans voir. Mais je me suis habitué à regarder la tête haute en regardant en bas parce que je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui marche toujours la tête en bas. Je suis quelqu'un qui aime voir la vie, qui aime voir ce qui est devant et voir les gens. Et je suis quelqu'un beaucoup au regard. Donc, pour moi, c'est d'en être toujours comme ça. Je l'ai été un bout, mais non, là, je me suis habitué à. Ça faisait aussi partie de mes répétitions à vraiment marcher la tête haute et aussi à sentir ma canne pour ne pas s'accrocher dans la canne avec mes jambes. Parce que ça, marcher rapidement avec tout, ben, je pourrais me blesser encore plus davantage. Non, c'est une chorégraphie en soi. C'est très demandant physiquement, mentalement aussi, parce que ma tête est pas seulement à combattre l'ego et écouter la voix du cœur, mais tu as aussi à être en constante communication avec le bas du corps, avec le devant. C'est un défi qui est beau, qui est intéressant, qui est tellement empuissançant, autant dans la pratique que dans l'être sur le parcours de course. Je vous dis, j'en suis en amour avec ça aussi à la fin, qui est tellement, ça c'est la médaille d'Ottawa que j'ai eue le mois passé, c'est tellement un milestone, je ne sais pas comment on dit en français. C'est un symbole fort. Ah, c'est quand tu arrives à la fin là, et que tu le fais. Non, j'en embrasse le sol et je suis, parce que je veux dire, je suis en communication avec le sol constamment. C'est magnifique. C'est tout ce qu'on vit dans la gamme d'émotions et je le fais pour la cause aussi. Puis pour moi, je sais que mon histoire a le pouvoir d'inspirer les gens. Je le sais, j'en suis pas inconscient. J'ai la conscience de tout ça. J'aurais pu garder le train de la vie passée parce que maintenant, ça va bien, ça va mieux. Le haut du corps me fait un peu angoisser parce que j'ai accepté complètement le bas du corps parce que maintenant, je sais que, OK, gars, je peux bien vivre avec. Là, les mains commencent à faire ressentir un peu de doute et un peu de perte de mobilité ici et là, les bras. Ça, j'en suis pas en acceptation, mais pas du tout. On n'en est pas là encore, mais ça va venir. Une chose à la fois, la vie, elle est belle, la vie, elle est merveilleuse, la vie, elle a des défis pour nous faire grandir. Je n'ai jamais autant apprécié la vie comme je la savoure. De me mordre dedans. Parce que j'aurais pu regarder le train de la vie passer et dire, ben oui, regarde, moi, ça m'est arrivé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais et tout. Après, continuer. Pourquoi? Et après? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que je peux partager? Est-ce que je peux être, moi, la lueur d'espoir pour quelqu'un? Moi, je trouve que oui, parce que, anyway, juste moi t'écouter, puis je te connais un peu aussi, puis des fois, on a des objectifs, nous, quand ça va, notre santé va bien, puis on fait comme, on fait peut-être aussi. Mais là, on se dit, OK, lui, il est capable de faire tel truc, tel truc.
moi, je suis capable d'aller loin, moi aussi. Fait que ça, pour moi, ça m'inspire énormément parce que ça me pousse moi-même à aller encore plus loin. Puis pour revenir, pourquoi tu le fais, il y a une cause qui te tient à cœur aussi, ce pourquoi tu fais aussi. La prévention suicide, la santé mentale, c'est un sujet qui est tellement encore beaucoup trop stigmatisé en 2023. Oui. Ça me fâche, ça me déçoit, ça me hante. J'ai moi-même fait face au suicide par la perte de nombreux amis qui sont partis. J'ai moi-même fait une tentative et c'était bien avant l'accident. Je n'ai jamais eu après même le fantôme of une petite infime partie d'idées qui aurait pu penser par là. Jamais. Jamais, j'en suis chanceux. Il n'y a personne à l'abri de ça. C'est stigmatisé encore beaucoup trop aujourd'hui. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense qu'aussi dans la COVID et tout ce qu'on a passé, il n'y a personne de nous qui a eu une santé non fragilisée, une santé mentale non fragilisée. Je pense qu'on a tous été mis au fait avec ça, éventuellement. D'en parler, qu'en faire de la prévention, santé mentale, suicide, des sujets encore aujourd'hui qu'on chuchote, qu'on murmure, qu'on a tellement peur de parler. On dit, je vous mets au défi de vous asseoir dans une cafétéria bondée de gens et de parler suicide, ah oui, la santé mentale, vous vous faites regarder. C'est certain que les regards tout de suite vous scrutent. Mais c'est qui? C'est quoi? C'est pas normal encore aujourd'hui de parler de ça. Et encore, chacun de nous, de loin ou de près, a eu ou va avoir à faire face avec ça. On a tous quelqu'un de notre entourage, de près ou de loin, qui a une santé mentale fragilisée, qui a des pensées suicidaires, qui est parti à cause du suicide. On peut-tu commencer à en parler? On peut-tu commencer à le crier? On peut-tu commencer à en faire de la prévention et de pouvoir nous-mêmes, ensemble, en parler sans jugement, ouvertement? Et ça, il faut qu'on soit bien avec ce sujet-là nous-mêmes en partant. Et je pense que si on fait un contrat face à nous, que jamais ceci en sera mon alternative, en sera ma solution, que le suicide en sera jamais ma solution. Je pense, j'en suis convaincu, d'en faire le contrat avec nous-mêmes en premier et d'ensuite en parler de ce contrat-là avec les gens, de ne pas avoir peur de poser ces questions-là qui encore aujourd'hui, on a peur. Oh, je me demande si je devrais demander. On l'a tous fait. Je suis certain que vous l'avez fait, les garçons. On appelle quelqu'un parce qu'on s'inquiète de quelqu'un, puis je me demande si je devrais demander, je me demande, y a-tu bien des idées suicidaires? Calvaire, on peut-tu? Comment ça va? Benoît, ça va-tu bien? Est-ce que tu as des idées suicidaires? Est-ce que tu es un danger pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Comment je peux t'aider? C'est tout. C'est tout. Cette personne-là, elle veut juste savoir qu'elle n'est pas seule. Elle va te dire qu'est-ce qu'elle a de besoin. On n'a pas besoin de dire ci et de ça. C'est simple, les questions. Benoît, comment ça va? Est-ce que tu as des idées suicidaires? Est-ce que tu es un danger pour toi ou quelqu'un d'autre? Comment je peux t'aider? C'est tout. Et ça sauve des vies. Exact. Souvent, les personnes, tout ce qu'ils veulent, c'est arrêter de souffrir. Pour eux autres, c'est la solution ultime. Il y a tellement d'autres alternatives, mais la souffrance est tellement grande que pour eux autres, c'est la seule avenue possible. Fait que c'est de faire voir, dans le fond, qu'il y a bien d'autres alternatives avant d'en arriver là. C'est juste des fois qu'on a le nez collé sur l'arbre puis la forêt. Mais encore là, pour eux, c'est tout le problème du monde. C'est gros et il ne faut pas non plus diminuer leur peine ou leur souffrance, jamais. De ne pas la remettre en question. C'est pour ça que je pense qu'il faut s'en tenir vraiment aux questions sans rentrer dans si la personne veut en parler de ça, il va en parler. Et les conseils, s'il en veut, il va en demander. Nous, c'est de leur sentir, de leur faire savoir qu'on est là, de leur faire savoir qu'on est disponible pour eux. Donc, dis-moi comment je peux t'aider. Ça ouvre la porte.
le plus important là-dedans, c'est d'être réceptif aussi, puis d'écouter, Ah, d'être réellement disponible. C'est pas seulement de poser la question, c'est d'être là pour l'écouter la personne, la réponse. exactement. Et de ne pas nécessairement vouloir écouter parce que des fois, on est un peu. Et avec compréhension, parce que le sujet est tellement chuchoté, murmuré et tabou et encore beaucoup trop stigmatisé. On n'est pas habitué de parler de ces choses-là. Donc, ce n'est pas tous qui ont cette facilité à aller parler de ces choses-là, parce qu'évidemment, on ne va pas aller parler du soleil et des fleurs. C'est un sujet un petit peu plus coriace, un petit peu plus demandant sur le personnel et sur le niveau du cœur et tout ça. Euh, donc, on n'a pas besoin aussi d'aller écouter avec le besoin de répondre. Parce que souvent, on écoute avec Oh, qu'est-ce que je réponds? Exact. Même pas besoin de devoir répondre. Fais juste écouter. Fais juste l'écouter. Cette personne-là, elle veut juste parler. Elle a besoin de quelqu'un. Donc, cette cause-là me tient à cœur énormément. Avant le premier, j'en avance des fonds, en fait. L'an passé, j'ai une grande fierté qu'on a amassé 18 267 lors du Marathon Bénévole de Montréal. Ce fut merveilleux. Et là, je l'ai fait cette année. Je mets la cause toujours en cause. Et puis, c'est 25 000 qui est l'objectif global. Et moi, j'aimerais personnellement en amasser un 10 000. Donc, ce qui ferait une cagnotte de 35. C'est mon souhait, c'est mon vœu. Les gens ont été formidables. Les gens sont formidables. Les gens sont à l'écoute. Les gens sont avec moi. Les gens me supportent. Faut quand même dire que c'est grâce à eux si on est rendu là. De ce qu'on a fait l'année passée, je veux dire, c'est pas moi, c'est tous qui ont fait les dons et moi, je n'ai fait que le porte-parole et utiliser les plateformes. Ça en a été ma mission, ça en restera ma mission. C'est une belle cause. En plus de moi me tenir en forme et me tenir sur mes deux jambes, c'en est une raison de plus et quelle belle raison de le faire. Exactement. Et ce qu'on va faire, nous, dans le montage, on va mettre le lien sur lequel on peut aller faire des dons Merci. pour t'aider parce que c'est vraiment ultra important. Il y a beaucoup de bonnes causes, mais celle-là, elle touche tellement de monde que. Et il n'y a pas de mauvaise cause. Il y a pas mais celle-là me rejoint et rejoint beaucoup de gens parce que oui, comme je disais, c'est tous. Ils y ont passé ou ils vont y passer. Mon Dieu, je n'ai pas dit ça comme il faut, là. Tous vont y passer. Tous vont fréquenter cette réalité-là de près ou de loin éventuellement s'ils n'ont pas fait encore. Mais oui, c'est la prévention, d'en parler, de passer le message. Et ça, ben, ça fait une grosse différence. Ça sauve des vies. C'est pas rien, ça sauve des vies. Merci beaucoup, Patrick. Moi, en tout cas, tu m'inspires comme une machine. Moi, depuis que je te connais, depuis que j'ai lu de ce que tu fais dans la vie, moi, mes objectifs, là, je travaille plus fort pour les atteindre. Puis ça, je te le dois quand même parce que on a des hauts, des bas. Puis des fois, on arrive dans un bas, puis on rencontre quelqu'un comme toi, puis on se dit, non, non, on va continuer dans le haut. Fait que moi, je te remercie personnellement Merci, de t'avoir rencontré. ça me touche. Ça me touche. Je suis un petit gars, je suis un petit garçon qui aime la vie, qui mord dans la vie et de savoir que je peux faire une différence. Merci. Alex, je te laisse le mot de la fin. Oui, super. Bien, merci beaucoup, Patrick, pour ta participation à cet épisode du podcast Cohort 13. Bon succès pour la suite. Bon Tour of Canada, PR, et continue continue ton chemin un pas à la fois. Merci. Merci les garçons. Moi, je vous dis Merci. santé. Parce qu'on peut Santé. faire de la course, mais on peut boire du vin aussi. Exact. Merci beaucoup, tout le monde. Bye tout le monde. Fait qu'on va se retrouver dans une prochaine épisode de Cohort 13. Merci beaucoup. Merci Alexandre d'avoir participé avec moi et merci notre invité spécial, Patrick Richard. Merci Benoît pour ta co-animation. À bientôt. Bye bye. Super.